alchimistes, on se retrouve ce soir pour un épisode hors série qui sera peut-être réintégré dans la série normale par la suite. Full Metal Daddy a reçu un petit message aujourd'hui de Torel. Hello, j'aurais une petite question à te poser vu que tu es un super joueur, petite flatterie. En évadé et en 200 points, je vais tester la compo suivante. Ifrit, Anissa, le forcené, deux fugitifs et un pillard. C'est Gaz qui m'a conseillé cette équipe. Je voulais le mettre dans la conversation, mais impossible de le trouver. Me voilà. Pourrais-tu me donner une trame à suivre pour mes personnages ou une idée sur le rôle que chacune d'entre elles pourra... oula, pardon, c'est moi qui bug. Que chacune d'entre elles... Oula, je recommence. Pourrais-tu me donner une trame à suivre pour mes personnages ou une idée sur le rôle de chacune d'entre elles pour pas trop mal les jouer ce soir? Un mini conseil Metalchemy. Je ne sais absolument pas sur quel scénario je vais tomber. On va le tirer au sort. Eh bien écoute, tu as le droit finalement à un pas si mini que ça, Metalchemy. On s'est dit avec le père tout de métal que nous allions voilà, vous faire un épisode où on aborde en détail cette liste. Oh, pardon, qu'on aborde en détail cette liste. Et puis voilà, bah écoutez, dites-nous si ça vous plaît. Ça vous plaît, on On va pourra, ouvrir un petit courrier des lecteurs, voilà, on enfin pourra faire des auditeurs, hein. des épisodes comme ça de temps en temps où vous nous envoyez des listes et puis on vous Des listes, expliquera. des questions, Voilà, vous pouvez nous envoyer 10 messages pour savoir pourquoi le Manitou, Wallozie, fait pas ceci ou pourquoi est-ce qu'il ne performe pas. On pourra y répondre avec toute la bonne foi dont on est capable. voilà, par exemple. Et puis si ça vous plaît pas, et ben ça restera hors série. Euh, tac. Donc, ce que je te propose qu'on fasse, c'est que euh, je vais afficher la liste. On se refait un petit balayage profil par profil comme dans les focus factions. Allez, alors, je Euh, suis désolé, ça va pas être beau à l'écran, mais je vais aller chercher, attendez un instant. oui, pas de- Donc Chercher architecte, voilà, c'est on bon. se balaye Petit le close. profil par profil. Après, la review profil par profil, là pour le coup, on l'a fait pas trop dans le but de dire point fort, point faible. C'est vraiment que les gens aient en tête la liste. Ouais, ouais, bien Et sûr. ensuite, on déroule sur la liste. Je pense qu'on commence d'abord par les conseils sur les scénars. Et puis dans le sens d'une partie, un peu peut-être des conseils sur des placements des décors, etc. Et puis après, profil par profil, les points forts, comment jouer, etc. Ça me paraît... c'est improvisé comme ça. Il te paraît bien ce petit plan? Écoute, ça me paraît bien. Allez, très bien. Donc écoute, pour l'instant, je vais switcher. Donc on est dans la playlist méta, hein. Il n'y a pas encore d'épisode dans cette playlist, mais ce sera le premier. Si, il y avait... non, non, c'est le premier. Hop. Donc voilà la liste. Donc on a dit Lifrit, Anissa la Furie, un pillard, deux fugitifs et le forcené. Donc on est en 6 figues et tout pile Et déjà un parti 200 pris. points. Donc il y a déjà effectivement un parti pris qui est de jouer en 6 figues. On en reparlera quand on abordera la liste euh, de ce que ça implique. Mais effectivement, le standard en 200 points, c'est plutôt cette Cette figue, figue, ouais. cette carte, en tout cas cette activation. Euh, En dessous, ça commence à être peu populeux et au-dessus, 8 ça va encore, mais vraiment à partir de 9 ça commence à être. Enfin, c'est du populeux. Donc, la première, l'Ifrit, 53 points, 4 PA, vous avez les différentes statistiques à l'écran. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais notamment donc juste signifier qu'il a 7 de combat, ce qui est la plus forte valeur de combat du jeu. Il n'y a que Shenzhe À qui a ce 7 jour. aussi. Après, il y a quelques-uns à 6 et c'est très rare d'avoir plus que 5 déjà. Donc 7, c'est vraiment très élevé. Une très grosse barre de PV, si je ne dis pas de bêtises, il y a 12 PV. Ouais, c'est ça, 12 Je suis quel de PV. ce PV, ouais. Donc ça fait partie des plus grosses barres du jeu. Par contre, il a Bulle nécrose d'éclat alchimique chimique. qui fait qu'il perd un point de vie par tour. Au niveau des règles, vous voyez, il y en a tout un tas. Donc feinte, effrayant 15. Bon, effrayant 15, a priori, vous savez ce que c'est. Feinte, ça permet de faire relancer... Non, n'importe quoi. Ça permet de changer Alors, ça te votre permet carte de de changer ta combat, carte votre par inactif. CC. Voilà, vous pouvez la remplacer par inactif après avoir vu la carte de combat de l'adversaire, sauf évidemment si vous faites une charge, puisque les CC inactifs et parades ne sont pas autorisés lors d'une charge. Bon, la règle évadée, ça sert pas à grand chose, ça ignore juste la compétence immunité diplomatique. On n'en parlera pas, je pense, là dans cet épisode.
Donc nécrose alchimique, je l'ai dit, à chaque fin de tour, l'Ifrit perd un PV. Et c'est une règle valise. Il y a d'autres choses. Ça fait que tout alchimiste adverse, bon, tout alchimiste doit dépenser un composant supplémentaire pour lancer ses formules. Donc mine de rien, pour certaines factions, ça peut être très pesant. Et aussi, l'Ifrit, c'est plus anecdotique, mais peut dépenser un PA s'il est en contact avec un alchimiste pour supprimer 2 pierres de l'alchimiste et se soigner de 2 points de vie. Je dis que c'est plus anecdotique parce que, mine de rien, un PA pour se soigner de 2 points de vie sur un tel profil, déjà, c'est pas hyper intéressant. Et en plus, il faut être au contact d'un alchimiste, vu que vous n'avez pas d'un alchimiste ennemi. Donc ça implique de l'avoir chargé, de ne pas l'avoir tué. Donc voilà, bon, c'est une règle gadget, mais voilà, à avoir en tête toutefois. Et donc enfin, explosion alchimique. Ça fait que là, vous voyez la table de dommages. Il y a 2 cases où il y a une explosion. Donc quand vous tombez sur ces cases-là, après les modificateurs éventuels de colonne, donc les attaques brutales et rapides notamment, donc quand vous arrêtez sur la colonne finale, si vous tombez sur une de ces 2 colonnes, alors en plus des 4 dommages infligés, vous infligez 2 dommages à toute figurine dans la ligne de vue de l'Ifrit et qui sont à 2 pouces ou moins, et 1 dommage à celles qui sont entre 2 et 4 pouces. Voilà. Quand on dit toutes, c'est toutes. Exactement. Donc les alliés aussi. Voilà pour l'Ifrit. On reviendra sur ses points forts, points faibles, son rôle, etc. dans un second temps. Là, c'est juste pour que vous ayez le profil en tête. Là, pardon. Anissa la Furie. Un deuxième héros, 45 points, 3 PA. On voyait des bonnes stats de combat. Là, on retourne sur du plus classique, 5 de combat. Elle, sa particularité, ça va être le 12 de défense. Une barre de vie assez faible. Mais c'est un héros écorcheuse. Voilà. Oui, effectivement, c'est un héros écorcheuse. On retrouve les stats à peu de choses près, ce sont les mêmes stats qu'une écorcheuse. Elle a sans peur, enchaînement et évadé, donc qui sont des règles que vous connaissez bien. Elle a sa botte égorgement sur laquelle on va s'attarder un peu plus. Ouais. La botte égorgement, qui est donc une attaque rapide, donc qui se joue de manière normale comme une attaque rapide avec le débonus sur le réflexe et puis un débonus contre normal. À noter qu'elle a également un débonus contre parade. Et donc une règle spéciale que vous voyez ici qui fait que à la place de faire son jet de combat, donc en comparant à la défense de la cible, vous faites un jet de combat en opposition, donc comme lors d'une parade. Si Anissa perd ce jet de combat en opposition, alors la résolution de la botte égorgement s'arrête là. Et finalement, c'est comme pour une attaque normale, c'est comme si vous n'aviez pas réussi à passer la défense de la cible. C'est une attaque ratée. En revanche, si Anissa gagne le jet de combat en opposition, alors les dommages sont infligés. Vous ne décalez pas les dommages d'une colonne à gauche, malgré le fait que ce soit une attaque rapide. Ça reste sur les jets de dés normaux. Mais par contre, vous ne pouvez pas utiliser la compétence enchaînement. Et si via cette attaque vous tuez la figurine adverse, alors vous pouvez effectuer une action de marche gratuite, et ce même si normalement vous ne pouviez plus vous déplacer. Enfin, c'est pas ce qui est écrit, c'est même si vous avez chargé ou couru. Donc mettons que par exemple si vous étiez piégé, vous ne pourriez pas le faire. Donc c'est même si vous avez déjà couru ou chargé dans le tour. Voilà. Et si besoin, donc en cas de combat multiple, si besoin, vous effectuez un jet de désengagement s'il y avait un désengagement qui se faisait. Voilà, donc ça peut être très intéressant. C'est à utiliser à bon escient, c'est pas souvent. On parlera peut-être un peu plus tard. Enfin, je sais pas si on en parle maintenant ou plus tard. Enfin, les cas où c'est vraiment intéressant. Oui, ça on en reviendra. Ouais, on pourra en reparler effectivement plus tard quand on parlera plus longuement de ce profil. Voilà, après à noter donc qu'elle a une table de dégâts assez intéressante pour quelqu'un qui a enchaînement. En considérant qu'elle touche, elle va sortir 5 au minimum, et elle peut sortir du 6 de dommage sans trop de galère sur un enchaînement, quoi. Bon, à condition que ça touche, bien sûr. Voilà pour les 2 héros. Ensuite, bon, je passe dans l'ordre
de architecte, donc c'est le pillard en premier. Donc là, un profil très simple. En gros, c'est un tireur, hein, 18 points, 2 PA. Vous voyez, 11 de défense, une petite barre de vie de 7 PV, des statistiques assez moyennes, une table de dégâts pas terrible, une table de dommages au corps à corps pas terrible, pardon. Par contre, au tir, vraiment pas mauvaise. On a vu mieux, mais on peut assez facilement sortir le 3 de dommages, donc c'est à noter. Voilà, après, il n'y a rien de particulièrement notable sur ce profil. Les fugitifs qui sont au nombre de 2 dans cette compo. Donc là, on se rapproche un peu des profils type Touareg et Guerrier Vent Corbeau. C'est un Ouais. 2 PA pisteur. Voilà. Donc bon, la règle évadée, encore une fois, que tous les évadés ont. Une table de dégâts pas terrible pour son coup, une valeur de combat pas terrible non plus pour son coup. 8 PV, 11 de défense, c'est relativement ok, même si c'est pas non plus incroyable, ça sort vite face à des gros combattants. Bon voilà, c'est globalement un joueur de scénar. Et dernier profil de la compo, donc le fugitif, il y en avait 2 dans la compo. Dernier profil de la compo, le forcené. Donc là, on est sur un profil combattant, on retrouve un 5 de combat, une table de dommages plutôt pas mal. Après, en général, les tapeurs, on préfère des tables de dommages du style 2, 3, 4, 4, 5, 5, ou éventuellement 3 sur la première colonne. Là, il y a un 4 sur l'avant-dernière, donc c'est pas la meilleure des tables de dommages, mais on sort le 4 assez rapidement, donc ça c'est toujours intéressant. Une assez bonne barre de vie pour le coup, 10 PV, c'est pas ridicule. Toujours la règle évadée, et lui a également une botte, qui est donc la botte duel, que vous avez sur votre droite. Donc c'est une attaque normale, qui a, bon, enfin comme d'hab, quoi, des bonus contre l'attaque brutale. Et sa règle spéciale, c'est que si le forcené est en combat avec une seule figurine, et qu'elle-même n'est en combat qu'avec le forcené, donc autrement dit, si vous faites un 1v1, alors vous gagnez un dé bonus sur le jet de réflexe et sur le jet de combat également. Donc voilà, si vous faites une normale contre une brutale, ça vous fera du coup à ce moment-là 4 dés, enfin 2 dés bonus avant des éventuels malus. Voilà, on a fait le tour des profils. On va repasser sur nos têtes, du coup. Hop. Donc bon, là, par rapport à Torel, là, son scénario est choisi de manière aléatoire, donc voilà, mais on peut peut-être quand même commencer déjà par le type de scénario où cette compo peut être à l'aise et les types de scénarios qu'elle a évité de manière générale. Donc qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus? Moi, de manière globale, enfin, évadé, j'aurais tendance à éliminer si possible les scénarios où les alchimistes ont un fort avantage, puisqu'on n'en a pas. Hmm. Ça, déjà, si on peut les virer, c'est bien. Je pense que c'est une liste qui. Enfin, après, je sais toi qui lui avais proposé, donc c'est à discuter, hein. C'est une liste qui peut taper très fort, mais qui n'est pas faite non plus pour des parties en 4-5 tours. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas une liste qui est endurante. Non. Il n'y a pas beaucoup de PV, l'Ifrit va finir par tomber. Mine de rien, le forcené, force est de constater qu'il a que 10 de défense, donc Hmm. il sort vite de la table quand même. Donc faut jouer sur des scénarios où ça va vite et où globalement tu vas pouvoir aller impacter l'adversaire facilement. Donc je pense à des coffres, des marchés de la corne, des trucs comme ça où globalement tu vas te projeter et où tu peux jouer assez rapidement, deux trois tours c'est terminé. Ouais. Et des scénarios où il peut y avoir quand même un peu de distance pour profiter de votre 5-7-12. Et Exactement. pour le coup, je trouve que c'est des filles qui se débrouillent pas mal isolées en évadé. Oui, tout à fait. Euh, alors, Il n'y a pas ça, de synergie vraiment. ouais, oui, et puis, En tout cas dans cette liste-là, il n'y a pas vraiment de synergie ouais, entre les profils. ouais, oui, de toute façon, au global, il n'y en a pas du tout de synergie au sein d'EVAD. Dans évadé, bah, Ouais. le seul truc que tu peux éventuellement faire, c'est jouer un peu avec les vacs. Mais Oui, oui, voilà, oui, c'est les vaques et son c'est dresseur qui, je crois, ouais, donnent un des bonus, ou je sais plus ce qu'il fait, hein, mais bref, mais ouais, c'est à léger. part ça, il y a pas de synergie, c'est tous des profils qui sont indépendants. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Donc évidemment, on évite tous les scénars alchimistes. Et puis, Bah, on évite enfin, tous les scénars où les alchimistes ont vraiment un fort avantage, parce que parfois, l'avantage alchimiste est pas si fort, on peut accepter de faire le scénar. bah, Et d'autant plus, enfin,
Vas-y, finis, pardon. Non, et puis j'allais dire effectivement les scénars qui s'éternisent sur la durée, et je dirais aussi les scénars qui vous mettent des dégâts. Oui, Les ça sports, pareil. moi j'éviterais les sports. En plus, c'est assez long, les sports. Et en Oui, les plus, sports, ça c'est met long. des dégâts. Là, dans le livret de scénario 4, comment ça s'appelle, les machines. Bah, t'as expérience Ouais, désastreuse et expérience désastreuse. piège, traque piégé qui met des dégâts. Ouais, ouais, Potentiellement. Enfin, ouais, expérience désastreuse automatique, ouais. Surtout qu'en plus, on traque a des piégé, faibles, ça va. enfin, faibles Ouais, esprits, donc là, ça va faire très mal. Donc voilà, faut éviter les scénars qui font des dégâts parce que ça reste des. Les évadés, ça a des petites barres de vie comme les Calimans. Sauf que contrairement au Caliman, ça n'a pas forcément des grosses valeurs de combat. Bon, même si là on est sur une liste où on se débrouille pas trop mal niveau valeur de combat, mais du coup ça souffre beaucoup plus du passage en jaune et en rouge que les Calimans. oui. Donc voilà, faut vraiment prendre le moins de dégâts possible. Donc éviter tout scénar qui a ce type de mécanique. Donc ouais, toi tu voulais Et, dire. ouais, peut-être une toute petite nuance sur les. Enfin, typiquement, un scénario comme les machines alchimiques ou quoi, bannissez-le. Enfin, Hmm, l'avantage d'avoir un alchimiste est trop important si votre adversaire en a un. C'est une réflexion, hein, qui est on va dire, pas gravée dans le marbre. Je trouve que, enfin, en tout cas en 180 en Blitz anciennement, le Leafrit était globalement un anti-alchimiste aussi. C'est un bon tapeur, mais c'est un oui, anti-alchimiste. Et je trouve qu'il a relativement perdu en efficacité en V2 du fait qu'en fait on commence avec tous les composants. Donc certes, ça nous compte un composant de plus, mais c'est moins impactant sur les premiers tours. Ça oui, a plus être chiant en fin de partie. Et oui, donc du coup des scénarios où globalement les alchimistes, enfin où il y a un petit avantage alchimiste, donc votre adversaire va peut-être être tenté d'aller jouer son alchimiste pour jouer le scénario plutôt que lancer ses formules, ça fait qu'il va peut-être se priver de son alchimiste, ça peut être un calcul aussi quoi. Mais parce que je trouve qu'on a perdu ce côté anti-alchimique avec le Leafrit quoi. oui, je suis d'accord. En fait, ça reste efficace sur les alchimistes qui sont très chers en composants, tels que le prêtre de campagne, parce que du coup, sa moindre formule lui coûte 4 composants, pour le cas du prêtre de campagne. Ouais. Euh, mais au global, effectivement, c'est moins, c'est moins gênant que ça ne l'était avant. Bah, en général, je trouve que tu vas te retrouver embêté sur le tour 3 ou peut-être je vais pas pouvoir lancer mes deux formules tour 2 mais en fait globalement tes grosses formules que tu veux passer, tu vas les passer quand même, ça va pas t'empêcher. Là où avant, ramasser les composants et avoir un composant de. Enfin, le coût d'un composant supplémentaire était vraiment impactant. Ouais, Ça te faisait ouais, ouais. vraiment suer quoi. Yes, je suis d'accord. Ok. Euh, voilà pour les scénars. Je sais pas si toi tu veux rajouter des choses. Non, non, Non. sur les scénars, non. Ok, ça marche. Moi, le seul truc que je dirais, alors c'est peut-être de la tactique globale, mais par rapport au scénario aussi, je pense qu'Evadé, un truc qui est souvent sous-estimé, c'est le placement des décors. Ouais. Je trouve qu'ils ont beaucoup de profils qui sont quand même relativement sensibles aux tirs. Je pense à Mm. l'Ifrit, je pense aux forcenés, etc. Et du coup, typiquement, s'il y a des tirs ou quoi, le placement des décors aussi pour essayer. Alors là, je vais dire un truc, et c'est un peu comme ne jamais faire de maths en live, j'ai un énorme doute. La Nova, il me semble qu'il faut qu'il y ait une ligne de vue. Oui. Voilà, c'est bien ça. Donc aussi, vous pouvez jouer un petit peu intelligemment sur votre placement de décor pour vous dire, essayer d'aller chercher à un moment donné des angles ou des positions avec l'Ifrit qui va vous permettre de mettre des dégâts supplémentaires sur les figurines ennemies et pas sur les vôtres. Euh, Si tu as besoin de lignes de vue. Bah oui, mais tu peux pas. Alors j'ai peut-être mal compris ce que tu as dit, mais tu peux pas mettre des décors qui vont faire que tu verras les figues adverses et pas les tiennes. Bah, si ta Enfin, si elles figurine sont à avait différentes le décor. localisations, si. Oui, ok, Oui, c'est ça, d'accord. oui, Ok, c'est ok, ça. En ok. gros, jouer, en Ok. gros, avoir par exemple en disant globalement, je vais déployer mon Ifrit sur la droite parce qu'il y a son bloc là. Enfin, en gros, j'envisage le scénario comme ça. Je mets un Hmm, décor un peu transversal qui me permettra d'avoir un couloir dans lequel mon Ifrit fera des dégâts chez l'adversaire et pas chez moi oui, parce que je suis de ok. l'autre côté du Oui, couloir. oui, je l'avais C'est hyper pas. caricatural comme positionnement de décor, mais Hmm, voilà, je pense que le placement des décors et enfin, Evader est une faction en fait où le placement des décors compte vachement et c'est oui, souvent sous-estimé par les joueurs Evader. oui, 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 oui. Effectivement, ça commence par euh, identifier effectivement ce contre quoi tu joues. Là, pour dans le cas de Torel, on ne sait pas contre quoi tu joues. Mais effectivement, la question déjà, c'est est-ce qu'il y a des tireurs en face? Parce que, bah, tu l'as dit, Évadé est très sensé au tir, très sensible au tir. Surtout cette compo qui inclut un Ifrit. C'est vraiment l'Ifrit entre le fait que ce soit une taille 3 et un 10 de défense. Euh, Après, bon, comment il Ouais, s'appelle? Le c'est, forcené est Ifrit, très. Ouais, Forcené et ouais, Étrangleur sont hyper oui, sensibles au tir, je trouve. oui, 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 mais le forcené est
plus simple à cacher que l'Ifrit. Oui, Et puis c'est plus ça va bien. dur de bien estimer sur une taille 2 qu'une taille 3. Enfin voilà, les tailles 3 c'est vraiment... Ah bah, l'Ifrit, de toute façon, hyper sensible au tir, ouais, hein. voilà. Donc faut faire très attention si par exemple il y a des arbalétriers, là c'est catastrophique. Donc déjà s'il y a des tireurs, fais très attention du coup à ça. Après s'il n'y a pas de tireurs, tu peux déjà un peu moins de prendre la tête au niveau des décors, même si ce que tu as dit, Fullmetal l'a dit, reste très pertinent par rapport à l'explosion alchimique pour idéalement toucher des adversaires sans toucher toi certaines de tes figues. Euh, Ouais, et ça joue, enfin, et juste pour finir sur le. Ça va aussi avec ce que tu disais sur le fait que les profils sont relativement indépendants. Alors, c'est un peu caricatural, mais en 1v1, en fait, vos profils, si on est en combat 1v1, vos profils vont souvent gagner le 1v1. Alors, c'est pas forcément vrai, genre le forcené va pas gagner un 1v1 contre Garland, mais un profil à peu près équivalent, vos figurines vont gagner un 1v1. Donc, vous pouvez aussi jouer avec les décors, le placement des décors, pour essayer de, voilà, de créer ce setup où globalement ça va être obligé de disperser et aller embusquer les mecs un petit peu dans des 1v1 partout. mm, Ou alors le forcer le mec, ou alors, enfin, faut encore, c'est des choses, c'est un peu exagéré la façon dont je vais le présenter, mais avec un placement de décor, essayer de forcer à un endroit où ça va se regrouper sur certains scénarios pour profiter au maximum de la Nova de l'Ifrit. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire là-dessus. ouais. Et ça permet aussi d'exploiter au mieux le 5-7-12 et de Tout à peut-être fait. vous délocaliser et aller sur d'autres zones en 1 ou 2 PA, là où l'adversaire pourra en mettre 2 ou 3 pour venir mettre des renforts, quoi. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, ça va venir faire penser. Alors, je sais pas si c'est ton cas Torel, mais moi c'est une discussion que j'ai déjà eue avec des joueurs évadés en tournoi qui mettaient leur ifrit en fait un peu exposé et du coup à la fin de la partie je disais mais pourquoi est-ce que tu l'as pas caché derrière un décor au moment du déploiement? Il me disait oui mais je vais perdre un PA après pour venir t'impacter. Ifrit c'est un 5-7-12, il a 4 PA vu sa table de dégâts. Il vaut mieux le cacher et pouvoir le sortir au moment où vous voulez en pleine santé que d'avoir un adversaire qui va déjà lui grignoter 5-6 PV avant qu'il ait joué pour gagner un PA de jeu. Oui, Ce PA perdu, en fait, il est pas perdu. oui, oui, c'est... Enfin, en tout cas, dans ma façon de jouer, je considère que ce PA n'est vraiment pas perdu, quoi. hmm. Oui, je suis d'accord avec Parce que ça. c'est un PA qui vous a potentiellement sauvé 5 PV, quoi. Oui. Et puis selon aussi comment tu as géré ton placement de décor, tu peux être caché sans pour autant perdre un pair. En plus, sans perdre un PA, tout à fait. Excusez-moi. Mais je dis enfin, c'est plus dans un cas où globalement, pour une quelconque raison, on s'est planté, la pose de décor c'est pas bien passé. On peut toujours mettre un décor dans sa zone de déploiement, là, à la lisière, et puis cacher son ifrit derrière. Oui, Surtout s'il y a des tireurs ou quoi, s'il n'y a pas de tireur, oui, faut casser moins la tête. yes, ouais. Ok. Est-ce que on fait un rapide point sur le type de compos qui vont être fortes contre, ou est-ce que ça on le traite dans le cas par cas de chaque figue, quoi? Bon, moi j'irais bien dans comment jouer à la compo, et puis finalement je pense que les compos qui sont fortes, ça va venir là-dedans Ouais, je suis aussi, hein. d'accord. Je suis d'accord. Ok. Donc je repasse, je vais alterner entre notre tête et les architectes. Donc on repart sur l'Ifrit. Ouais. Euh, L'Ifrit, tu veux, on fait quoi? Tu veux démarrer le profil? Je démarre comme tu Bah veux. écoute, tu y étais donc vas-y. Allez, Je c'est parti. rebondirai par-dessus. C'est parti. Bon, là, on commence par l'Ifrit. Peut-être que limite, on aurait dû terminer par lui. Là, alors, c'est un quart de votre compo en points, en une seule Bah, figue. c'est la pièce Vous centrale. avez 6 figues, mais ça coûte un quart de la compo. Donc, effectivement, c'est la pièce centrale. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit un quart de la compo? Ça veut dire que là où n'est pas l'Ifrit, vous êtes en sous-qualité de points. Enfin, ce que je veux dire, c'est il vous reste 147 points dans le reste de votre compo. Donc là où n'est pas l'Ifrit, si l'Ifrit il est contre un truc à 20 points, à côté vous avez 147 points contre 180. Donc il faut bien réfléchir à où vous envoyez l'Ifrit déjà. Vous avez donc 4 PA et donc une grande capacité de mouvement via le 5-7-12 et les 4 PA. Donc notamment pour le tour 1, vous pouvez l'envoyer à peu près où vous voulez. Enfin, je dis notamment pour le tour 1 parce que les tours 2 sont très souvent plus paquets, donc on a moins l'interrogation de où va partir telle figue, etc. Mais tour 1, il y a une vraie incertitude pour votre adversaire. Et il faut bien penser au fait aussi que vous avez la nécrose alchimique
et que du coup vous allez perdre un point de vie à la fin de chaque tour. Ça reste donc un extrêmement bon combattant, que ce soit au niveau de sa valeur de combat où il est assuré de toucher à peu près n'importe quoi. Enfin, il a 100% de succès contre du 9 de défense, contre du 10, il doit avoir quelque chose comme 93%. Et bon, voilà, on va pas faire toutes les stats, on vous renvoie à l'épisode dédié. Mais globalement, c'est ce que tu disais, tu avais parlé du Templier. Bah là, l'Ifrit, il faut considérer que c'est un personnage qui touche tout le temps. La question, ça va être quel dégât il va rentrer. Euh, Sa mécanique de défense principale, c'est son effrayant pour ceux qui vont avoir des esprits assez faibles, même si effrayant 15 c'est une très bonne valeur, et la parade, puisque le fait d'avoir 7 de combat vous permet de parer facilement avec le débonus et potentiellement un des malus chez l'adversaire vu qu'il pourrait être effrayé. Vous pouvez parer à peu près n'importe quoi et vous avez une très forte probabilité, enfin ça dépend contre quoi, mais contre l'énorme majorité des profils du jeu, vous avez une très forte probabilité de, en plus de le parer, faire 3 de plus et donc pouvoir renvoyer une attaque dans le même coup. Sachant que vous avez feinte, Ouais. la tentative de parade ne vous coûte pas grand chose parce que si en face il vous a bluffé qu'il a fait inactif, bah vous faites inactif et voilà. Et puis enfin voilà, en fait vous n'avez pas grand chose à perdre à tenter la parade, donc il Bah, le faut seul pas hésiter à le faire. Ouais. cas où tu as potentiellement quelque chose à perdre, si pendant ton Oui, activation, tu tapes et que le mec fait inactif, oui, ou parade aussi de son oui, côté. Ou oui, là, du coup, tu vas perdre un pair. oui. Mais en réaction, enfin en En défense, réaction, ouais. parade Mm. sur l'Ifrit, pour moi, c'est quasiment automatique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Parce que le moindre PV que vous allez perdre sur l'Ifrit va vous faire chier. mm, Enfin, globalement, il va perdre des PV tous les tours et il a 10 de défense. Donc dès qu'il aura plus de PA, il va se faire gratter, il va se faire imploser potentiellement si t'es un gros tapeur ou quoi. Enfin, j'ai un souvenir d'un Ifrit qui s'est fait tuer en 2 PA. Euh, c'était c'était bien. Des bons souvenirs. Guillaume, si tu nous vois. Mais du coup, dès que vous êtes en défense, vous avez des PA, bah, la parade, voilà, comme tu le disais, la feinte, ça fait que, bah, au pire, tu te transformes en inactif, ça t'a rien coûté. Dans la plupart des cas, enfin, dans 90% des chances, tu apparais. Et alors, j'ai pas la stat exacte, mais je pense que tu as plus 75% de chances de renvoyer une attaque dans la tête du mec. En fonction évidemment, de la valeur et si le mec est un expert avec 3D, etc. Mais bon, sur 3D avec 7 de combat, vous avez quand même des probabilités qui sont assez élevées de renvoyer une attaque dans la tête du mec. ouais. Attends, j'ai fait une fausse manip Discord là. Tac, ouais, c'est bon. Ouais, non, t'as des très belles probabilités, d'autant plus si en face il est effrayé. Euh, Et ouais, vas-y. vas-y. Bah, alors après là, c'est peut-être un peu plus sujet à débat, mais moi je trouve que passer le tour 2, si vous voulez être fait grignoter et que vous avez l'initiative tour 3 par exemple, ça peut être intéressant en fait s'il y a un bon setup à un endroit de l'envoyer exploser quoi. Dans le sens où tant pis, il y a 3 figurines, vous savez qu'il va pas passer le tour, mais vous commencez l'activation et vous allez supprimer directement 2 figurines. Enfin, ou bien les amocher. On va dire c'est le barreau d'honneur, il lui reste 5 PV, de toute façon, dans ce cas-là, vous mieux le jouer en mode allez, on part, je le perds, mais j'ai amoché le truc, j'ai rentabilisé ses PA et c'est parti. Ouais, ouais. Effectivement, il va pas se jouer pareil selon les tours. Euh, alors, on fera un épisode dédié à la psychologie, entre guillemets, mais ça fait partie de ces profils qui ont un vrai impact psychologique, Complètement. parce qu'il est très fort, donc l'adversaire est obligé de le traiter sérieusement. Donc tour 1, il faut le jouer le plus tard possible. Et alors là, tu es en 6 figues, 6 activations, donc ça va être très dur. Mais idéalement, il faut le jouer sans qu'il ne puisse y avoir de réponse. Enfin, idéalement, si ça peut être la dernière activation du tour 1, c'est caviar. Mais bon, là en 6 figues, c'est pas Oui, évident. Donc, le cas idéal, c'est t'as cette figue, ouais, l'adversaire a cette figue et tu l'as laissé commencer. Voilà, ouais. ça c'est le cas Ou idéal, tu il faut arrives quand à tu joues sur les casser, frites en dernière activation. t'arrives à caser Ou un je passe. voilà. Là, c'est ce qu'il va falloir faire sur cette compo, c'est bien réfléchir dans les activations, peut-être jouer les fugitifs en premier, on en parlera quand on sera sur les fugitifs, pour pouvoir passer à un moment donné et essayer de terminer le tour. Euh, une des manières d'y arriver et qui peut aider, c'est de faire une seule marche avec l'Ifrit
et de garder 3 PA. Comme ça, vous l'avez quand même avancé de 5 pouces, ce qui est déjà ça. Et puis, après, derrière, vous pouvez passer, et soit l'autre passe et lui garde une figue en fond de cours, et vous avez au moins avancé votre ifrit d'un PA, soit il passera pas et puis il vous laissera terminer le tour, et oui, vous avez gâché un PA, mais avec encore 2 PA et en 5, 7, 12, ça vous permettra d'aller où vous voulez. Bon, vous taperez peut-être qu'une seule fois au lieu de 2, ou 2 fois au lieu de 3, mais c'est mieux que rien. En tout cas, voilà, il faut Ouais. vraiment terminer par l'ifrit. Et selon ce contre quoi tu joues, te poser la question de. En fait, l'ifrit, c'est soit tu l'envoies contre un gros tapeur, mais. Enfin, un truc cher, parce qu'encore une fois, il vaut 53 points. Donc, il n'est pas si simple à rentabiliser. Il n'est pas si simple à rentabiliser. Ah Donc, bah pour soit moi, tu. c'est dans ces profils un peu de gros tapeurs, c'est un des plus Ouais, durs à bien rentabiliser. ouais, ouais, ouais. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à user de son aspect psychologique, et éventuellement de l'envoyer pas forcément là où il est attendu. Euh, et donc, ouais, soit tu l'envoies contre un truc cher, euh, mais que tu penses que tu pourras tuer assez facilement sans prendre trop de dégâts non plus. Par exemple, tu vois un Ifrit contre un Garland, c'est pas forcément un très bon plan. Parce que Garland, il va rentrer des gros dégâts avec le Coriace et tout. L'Ifrit, Bah, il va si pas Garland il a plus de forcément. PA, tu peux y aller, mais Oui, oui, sinon, si Garland a plus de PA, ouais. Mais il faut. sinon il assiste au combat, ta parade, t'es même pas sûr, c'est un mauvais bail, hein. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, ouais. Donc voilà, faut bien réfléchir contre quoi tu l'envoies. Donc voilà, soit un truc cher et que tu vas pouvoir éclater assez rapidement sans prendre trop cher, soit à l'inverse, un pack de petits trucs pas trop chers. Je pense à, j'en sais rien, si tu as 2-3 figues dans les 20 points qui sont paqués, c'est très bien, parce que euh, des dégâts de zone, si ça se passe bien, sur 4 PA de tape, tu peux assez facilement faire 4, 6 dégâts sur les figurines à proximité. Donc si tu arrives à rentrer, 6 dégâts, c'est peut-être avec un peu de réussite, mais pas tant que ça quand on tape en brutal. Si tu as réussi à rentrer 6 dégâts en zone, bon, il y a peut-être une de tes figues dans le tas, mais si tu as mis 6 dégâts à 3 figues adverses, plus celle que tu tapes, que du coup tu as tué, là on commence à être sur des niveaux de rentabilité Ouais, c'est intéressantes. clair. Voilà, qu'est-ce que Et tu en penses bah toi là-dessus? ouais, sans faire le faction focus sur, sur les évadés dans sa complétude, euh, un ifrit pas joué peut être un ifrit rentable par moment. Ce que je veux dire par là, c'est, en tout cas moi c'est ma vision. Typiquement, alors je vais prendre un cas un peu caricatural encore, mais vous jouez évadé, le mec en face joue Avalon. La personne en face joue Garland. Tant que vous n'avez pas joué votre ifrit, la personne refuse de jouer son Garland en gros. Cas classique, vous ne jouez pas votre ifrit. Vous pouvez passer, et peut-être qu'à la fin d'un tour, votre ifrit sera resté au fond, et Garland sera resté au fond. Alors là en plus c'est bien parce que Garland il vaut cher. Potentiellement, en tout cas moi je trouve dans Évadé, la qualité des figues que vous allez avoir va faire qu'en gardant cet énorme ton, qui est peut-être le seul énorme ton adverse dans le fond de cours, vous allez prendre un avantage sur le reste de la partie. Parce que vos profils vont être meilleurs entre guillemets sur ceux que vous avez déjà joués. C'est des cas Hmm. particuliers, mais parfois en fait le fait de ne pas le jouer, de bloquer l'activation de figurines maîtresse en face parce que vous ne le jouez pas, ça peut être intéressant. Surtout Ah non, il que, va falloir le jouer, hein, vous n'allez pas le laisser trop tour dans votre zone de déploiement, hein, mais surtout que dans le cas que tu décris, encore une fois, c'est un 5-7-12. Donc en fait, un Ifrit laissé dans le fond. Alors Garland, ça reste un 4 PA, donc il reviendra assez facilement, mais c'est un 4-6-10. Donc un Ifrit en 5-7-12, en 2 PA, 3 au pire pour les trucs un peu loin, il est dans la mêlée. Là où Garland, ça va être 3 PA au minimum, et éventuellement 4 selon les cas. hmm. Donc Mais je pense à un il a cet Lotarius, avantage. des profils comme ça, 3 Ouais, PA, qui du coup ouais, sont assez. Enfin, une fois qu'ils sont allés quelque part, globalement, ils vont avoir du mal. ouais, Là, vous gardez vraiment des options de couverture et vous avez bloqué un profil clé chez l'adversaire, ouais. quoi. Et par exemple, j'en sais rien, si tu as effectivement un Wallist, un Lotarius en face, où là c'est un 3 PA, ce que j'ai dit plus tôt avec le fait de faire une marche et de garder 3 PA, c'est d'autant plus valable, parce que Oui, si vous avez fait ça, soit l'autre ne joue pas et il a son Lotarius qui reste complètement dans le fond, et vous avez avancé de 5 PA, donc le tour prochain, vous serez vous dans êtes la mieux mêlée placé. en un seul PA et vous taperez 4 fois, voire vous y serez en 2 et vous taperez 3 fois, alors que lui, il devra faire marche, marche, charge pour venir. Donc sur, sur l'ensemble des deux tours, finalement, ça aura largement valu le coup.
par rapport à se dire bah vas-y, je go, marche charge, je tape et tout, et ensuite le Lotarius fait un tour 1 complet aussi. Donc voilà, il faut bien traiter ça Ouais, je comme pense ça. que c'est je pense que ça résumera bien. Je pense que la principale erreur à pas faire avec les frites, en fait, c'est de foncer dans le tas en se disant je vais faire plein de dégâts partout, quoi. Sans trop réfléchir à sa cible, etc. C'est un Mm. profil, je trouve, qui est beaucoup plus subtil et tactique dans son utilisation. Il faut Bah, bien l'activer au bon moment, quoi. ouais, il sort beaucoup plus vite que ce qu'on pense qu'il sort. Oui. Il a beau avoir 12 PV, finalement, ces 12 PV partent très vite. Surtout que le reste de la compo évadée n'a Mais pas beaucoup de PV, donc on peut se permettre d'y dédier des ressources pour le tuer. en fait, il a pas 12 PV, il a 9 PV, hein. Si tu comptes sur 3 tours, il a que 9 Oui, oui, PV. Enfin, oui, oui, je vois très bien ce c'est que tu veux dire, oui, oui, à cause de la nécrose alchimique. exactement. Donc Donc, oui, oui. Mm. il est faussement tanky. Ouais, voilà, il sort très vite et encore une fois, donc on l'a dit, l'impact psychologique. Donc une fois qu'il est joué, il est joué et il n'y a plus d'impact psychologique chez l'adversaire. Voilà un petit peu Pour les frites, ouais, je pense pour que l'Ifrit. Bon, globalement, on évite de mettre des PA de scénario avec l'Ifrit, oui. même si encore une fois, ça reste à considérer Oui, oui, bah ça selon la fait partie, mais partie. globalement, on évite. On évite de coller ses Euh, figues alliées contre les frites ouais, quand il va taper, et puis voilà. moi, j'aurais aussi envie de dire que globalement, on évite d'aller chercher les alchimistes avec. Enfin, je trouve qu'il y a plus rentable. Après, encore une fois, ça dépend de l'alchimiste en face, ça dépend de votre Oui, partie bah et c'est tout. ça, tu vois, enfin, moi j'ai une Mais partie en tête hmm, où j'ai un Ifrit qui a traversé la table à la fin du tour 1 qui m'a dégommé en 1 PA, 2 PA. Ou peut-être qu'il y a eu sur activation l'ITAM ouais, mais voilà, je sais que dès tu la aimes fin du parler tour 1. de Fadela. Non, Oui, non, mais typiquement, tu oui, vois, ça c'est un bon move. oui, oui, mais Je c'est vais pas sécher, je vais le. sécher l'Ifrit derrière tour 2 avec Medjid, mais en attendant j'avais perdu l'ITAM et j'avais perdu Maison d'Or. Oui, mais C'était. c'était pas intéressant parce que c'était une alchimie, c'était intéressant parce Oui, que c'était parce que Nitam. c'est l'ITAM, c'est une pièce clé Ouais, en fait. ouais, Faut pas c'est réfléchir ça, alchimiste, faut réfléchir c'est pièce ça, clé. c'est ça. Mais globalement, de manière générale, tu vois, j'en sais rien, un alchimiste un peu plus classique, je trouve que c'est pas forcément là où il y a le plus de Non, value je suis d'aller d'accord. envoyer l'ifrit. Après, encore une fois, ça dépend des parties, quoi. Euh, bon, voilà pour l'ifrit. Je pense que son rôle est clair. Encore une fois, une pièce très, très maîtresse, donc réfléchissez bien avant les activations. Et après, effectivement, on a pas mal parlé du tour 1. Globalement, en général, tour 2, c'est une pièce qu'on va jouer très vite, au contraire. Alors, ça dépend. Parce que, encore une fois, on a dit que l'ifrit est extrêmement bon en réaction. Il est meilleur en réaction. En fait, c'est une figue qui est meilleure en réaction qu'en activation, que quand vous l'activez. Donc, ça dépend du setup tour 2. En fait, on le joue très tôt dans le tour 2, uniquement si vous avez un setup où vous pouvez grandement profiter de son explosion alchimique. Ça me va. Voilà. Sinon, effectivement, on le garde plutôt pour le jouer en réception et faire l'astuce de la parade dont on a parlé. Voilà. Par contre, effectivement, l'Ifrit, lui, est très sensible. Par exemple, genre quand il va venir se faire taper par une recrue, c'est très chiant parce que ça peut nous gratter et c'est un truc qui vaut 10 points. T'as absolument pas envie de dépenser des PA d'un truc à 53 points contre un truc qui vaut 10 points. Donc, essayez de fixer les petits profils comme ça chiants. Essayez par exemple de les fixer avec les fugitifs, avec le pillard, etc. pour pas qu'ils puissent venir embêter l'Ifrit. Ok, je pense qu'on a fait le tour de l'Ifrit. Ouais, je suis d'accord. Ok, on passe à, j'allais dire Nassir, Anissa, Anissa. euh, Je te laisse allez. démarrer. Moi j'essaie de peut-être, pour pas qu'on fasse tout le faction focus non plus, et essayer d'aller un tout petit peu plus vite sur Anissa. Euh, Anissa, enfin, comme j'ai dit, c'est un héros, pour moi c'est un héros écorcheuse. C'est un profil type Bruiser comme il y en a dans le jeu, enfin les héros combattants 3PA, on en a déjà parlé, mais qui est un peu moins grosse table de dégâts que les autres, parce qu'en fait ces dégâts, comme tu le disais tout à l'heure, reposent sur sa capacité d'enchaînement, donc ça fait que tu multiplies les jets, donc tu multiplies potentiellement les chances de rater. C'est un peu comme Ibrahim, sauf que Ibrahim il a 6 de combat et il a allonge. Elle a que 5, elle a pas allonge, et elle a surtout beaucoup moins de PV, de PV de moins. 10 PV, ouais, ça. 2 PV de moins, donc elle a 12 défense, mais elle peut sortir vite. Pour moi, elle est bien pour occuper une position autour d'un scénario, parce qu'elle est quand même un tout petit peu tanky contre les troupes de base, avec son 12 défense, ou pour aller découper typiquement des alchimistes de la troupe Mm, joueur de scénario à 25-30 points, elle est mm, excellente. mm. Et notamment, moi je trouve qu'elle est. Alors, c'est
avec sa botte. Alors sa botte est un peu technique, mais elle est excellente pour aller dégommer tout ce qui a 12 de défense. Et qui a des faibles. Enfin, en gros, tout ce qui est alchimiste a 12 de défense avec des faibles combats. Hmm. Je pense à une oracle. Une oracle, bah, du coup, enfin, une oracle, je sais pas, même un kabir, enfin. Alors, j'ai cité que du Calimad, mais des trucs à haute défense et faible combat. Donc en général, c'est plutôt des alchimistes, mais il y en a d'autres. Comme vous allez, en gros, bon, vous allez faire, pour repréciser, parce que c'est une question qu'il y a souvent, c'est bien une arme rapide, donc vous allez faire un jet de réflexe. Et au Ah oui. moment où vous devriez taper, vous allez faire, au lieu de faire un jet par rapport à la défense, vous allez faire un jet de combat en opposition, et comme avec un des bonus. Et en plus, un des bonus si c'est une parade. Enfin, un des bonus contre normal ou contre la parade. Vu que vous allez lancer, vous avez 5 de combat, si vous tapez sur un truc à 2 de défense, vous avez de fortes chances de gagner le jet en opposition. Les cadeaux de combat. Et Ouais. deux, voilà, et Ouais. il a 2 de combat. 2 ou 3 de combat, vous avez de grandes chances de gagner le jet en opposition. S'il a fait une parade, vous en foutez parce que vous avez un des bonus contre la parade, donc en fait vous lancez 3D aussi, et il en lancera 3, donc vous gardez cet avantage de, de, enfin, de passer, et vous pouvez de cette manière-là, en fait, comme vous décalez pas en plus, vraiment fiabiliser les dégâts que vous allez faire à cette figurine qui a 12 de défense. Ouais. Et donc ça, c'est un truc à pas sous-estimer pour vraiment aller chercher des trucs un petit peu tanky. Comme tu le disais, évader globalement, ils ont pas beaucoup. Enfin, en général, ils ont des combats assez faibles. Alors là, il y a l'Ifrit. Donc l'Ifrit, c'est pas le cas, mais ils ont des combats assez faibles. Dès qu'ils sont en jaune ou quoi, ils galèrent un petit peu. Là, avec cette botte, ça vous permet d'aller chercher justement ces profils un petit peu gênants. Je pense même à un assabreur, ce genre de profil là, avec 12 de défense, Hmm. 3 de combat qui peuvent Hmm. être hyper chiants à évader pour. Enfin, en évader pour les sortir, ces profils là, c'est une tannée. Vous n'avez pas envie d'envoyer l'ifrit dessus parce que c'est pas des super figurines. Et Hmm. en même temps, ils sont hyper tranquilles pour vous. Elle est faite pour les démonter. Et en plus, avec son repositionnement de la botte, etc., ça vous permet après d'aller rejeter des objectifs, etc. Donc c'est un profil. Pareil, c'est un peu la subtilité d'évader, c'est que c'est un profil en fait bruiseur, faire de dégâts, enfin pour faire des dégâts 3 PA assez classiques, 5 de combat, enchaînement, mais par sa botte qui vient compenser une faiblesse des évadés si elle est jouée de manière un peu tactique dans son choix de cible. Ouais. Et puis là, justement, l'intérêt de ça, par rapport à un focus faction où on détaille les profils, là, c'est qu'on est dans une compo donnée. Donc on peut Oui, faire bien aussi sûr. des commentaires qui sont dus à la compo même. Et donc là, en fait, ce qui est super intéressant avec Anissa, c'est qu'elle est hyper complémentaire par rapport à l'Ifrit. C'est-à-dire Ouais, que complètement. je disais qu'une recrue, c'était hyper bien contre un Ifrit parce que ça va facilement le grignoter. Une recrue contre une Anissa, c'est hyper nul. Et bon, elle vaut quand même 45 points, donc on n'a pas forcément envie de mettre une Anissa contre une recrue. Mais si par exemple, tour 1, vous balancez un fugitif qui vient faire un pisteur, une charge sur une recrue et qui joue le scénar, bah derrière Anissa elle passe en 1 PA, elle élimine la recrue. Donc en fait Anissa, voilà, elle est très complémentaire de l'Ifrit parce qu'elle est résistante contre les profils qui sont efficaces contre l'Ifrit et inversement. Et au combat, elle est efficace sur les profils où on n'a pas trop envie d'envoyer l'Ifrit. Donc effectivement, plutôt, la recrue, c'est pas le bon exemple, mais plutôt des profils à 20-25 points, comme tu le disais, du style Touareg, ce style de profil, où là, envoyer Anissa dessus, c'est génial, ça va les tuer très rapidement, et c'est sans danger pour Anissa. Donc c'est très Et, complémentaire. et petit tricks de jeu, justement dans cette complémentarité, disons que votre ifrit a chargé et derrière c'est fait contrecharger par des profils typiquement sur lesquels vous n'avez pas envie de taper avec l'ifrit. Vous pouvez au début du tour suivant, jouer à Nissa pour aller charger un ou deux de ses profils en fonction de comment ils sont positionnés. Les dégommer pour libérer votre Ifrit, ou en tout cas le libérer d'une partie des profils qui est gênant, et grâce à sa botte, sortir de la zone de la Nova. Hmm, Et du coup, parfaitement. Hmm. faire gagner des PA virtuellement à votre Ifrit qui sont beaucoup plus rentables. Donc en vrai, il y a de belles synergies à construire entre les deux sur ces tricks de mouvement et cette complémentarité sur les cibles qui vont chercher à éliminer. Ouais. Et donc par contre, la botte à ne jouer que si le truc, enfin que la fille n'a plus que 3 PV, voire Oui, même 2 quoi, hein. Avant, ah, c'est un plus, vous le finisher. tentez pas, hein. Et même 3, franchement, c'est risqué. Parce que tu as quand même une assez belle proba de sortir un double épée, et donc de Oui, faire oui, de. oui. Enfin, après, ça dépend si tu penses que tu vas avoir le débonus. Si tu penses que tu vas avoir le débonus, tu peux faire un 3. Sinon,
quand même mieux 2 parce que sinon, t'as pas tué le truc, tu t'es pas déplacé, Ah oui. enfin, t'as vraiment l'air d'un con, quoi. Et alors, typiquement, ça c'est pareil, je sais plus qui m'avait fait ça en tournoi, mais alors c'est un truc plus global. Quand vous tapez sur un alchimiste, par contre, qui au début n'utilisez pas la botte directement. L'enchaînement, ça fait perdre 2 niveaux de concentration si vous tapez 2 fois. Ça c'est des trucs tout bêtes, Mm. mais auxquels on pense pas toujours. Faire perdre 2 niveaux de concentration, c'est hyper fort. Donc, De toute façon, cette botte, on la utilise. sort que quand le truc va mourir pour se déplacer, hein. Oui, oui, Il oui. faut pas se dire, ouais, mais là j'ai des bonus contre parade ou je sais pas quoi. Enfin, réfléchissez pas, hein. C'est brutal, 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 brutal. Et puis quand le truc a plus de vie, là vous mettez la botte, quoi. Bon, après, vous pouvez faire autre chose que brutal, mais vraiment la botte, c'est que quand le truc est en fin de vie pour vous déplacer. Oui, oui. Sinon, ça vaut On est pas le coup. d'accord. Euh, Bah, et ça peut, oui, et ça peut être intéressant aussi de le faire en début de tour pour finir une figurine et pour gagner une marge gratuite du coup. oui, 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 Bah, voilà, absolument, typiquement, absolument. enfin, Mm, et vous repositionnez pour une charge. Enfin bon, voilà, elle est mm, loin d'être automatique mm, cette botte, mais mm, utilisée au bon moment, elle est très mm. forte. Non, oui, sur un truc qui a plus beaucoup de vie, c'est génial. Encore une fois, enfin, tu termines le truc, ensuite tu as une marge gratuite, c'est vachement bien. Hmm. Donc voilà pour Anissa. Donc globalement, pour résumer son efficacité, c'est aller là où ne va pas l'ifrit. Ouais, et alors, enfin moi le seul modulo que je mettrais, et je trouve que c'est un peu le point faible des fois des évadés, c'est que tu vois, l'Ifrit, j'en verrais pas contre un Garland, mais Anissa non plus. Non. Voilà, je trouve que vraiment les gros tapeurs bien tanky, c'est compliqué quoi. Bah, Il faut trouver comment les gérer quoi. alors Anissa, non. Garland, l'ifrit quand même, pourquoi pas. Selon... Oui, mais enfin, nativement, c'est un Garland KDPA, t'as pas envie de l'envoyer dessus, non. et une Anissa encore moins. Ah oui, non, mais Anissa, c'est Avec sûr que non. l'enchaînement, le mec Hum, il va tanker 2 fois avec le Corias, ouais, en plus, lui il va te mettre une Bastos à 5 que t'es directement en rouge, enfin ouais. c'est catastrophique Non, quoi. non, Anissa contre Garland, c'est même pas la peine. Et l'ifrit, c'est juste, faut être sûr de pouvoir le prendre de vitesse, quoi. Ouais, et les trucs qui peuvent vous mettre 5 de dégâts, tu vois, genre même un Templier qui a des Ouais, PA, moi ouais, j'irais ouais. pas forcément le Moi non chercher avec plus. Anissa quoi. Moi non plus. Enfin, Non, non, mais on même l'a j'y dit, arrive pas hein, quoi. Anissa, c'est des trucs qui ont maximum 4 de combat. Ouais. Et c'est des trucs qui tapent pas fort. Anissa, ça va sur des trucs rarement au-dessus de 30 points. Enfin, plus que 30 points quand c'est des alchimistes. Mais sinon, si c'est pas des alchimistes, rarement des trucs au-dessus de 30 points. Après, ça peut Ou être un du truc, collecteur du savoir, des trucs comme ça. ou du truc qui a joué. Genre un Templier qui a joué, Anissa elle Oui. est très bien parce qu'elle est assez fiable pour le toucher, hein, quoi. Mm. Enfin, Mm. Mais il faut être ça sûr de peut le être terminer, quoi. Mais oui. C'est ça, par contre, faut être sûr Mm. de le terminer. Mm. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Et il Effectivement, faut des... faire attention. Et c'est le genre de profil qui est comme elle a pas beaucoup de PV, qui est hyper. Enfin, bon, alors là, du coup, on va beaucoup parler d'Avalon, mais qui est hyper sensible à tout ce qui, comme tu le disais, inflige des dégâts un peu automatiques. Ouais. Donc, que ce soit le scénario ou, par exemple, Unité l'unité d'adhérence. d'adhérence, c'est Ouais. catastrophique. Enfin, que ce soit sur l'Ifrit ou sur Anissa, c'est catastrophique. Ouais. Et d'autant plus sur Anissa, si vous faites l'enchaînement, vous la prenez 2 fois pour peu qu'elle soit à 2, vous avez perdu 4 PV. Enfin, voilà. Ça, faut pas y aller. Ouais. Vraiment, faut pas y aller. Faut utiliser votre pillard pour faire tomber la l'unité d'adhérence. Oui, ça c'est clair, ouais. Ok, bah et voilà pour Anissa, je pense qu'on en a Ouais, fait un peu le tour. c'est ça. Je Maintenant, on passe à Weshten. pense, moi je passe, bien joué, C'est pour la ref. je passerai bien sur le fugitif, ça me Ouais, paraît plus vas-y, pertinent par vas-y. rapport à la compo de passer maintenant au Mm. fugitif. Go, go, go. Euh, donc le fugitif, il y en a deux. Mhm. Encore une fois, on a dit que c'était un joueur de scénar. Bon, là, voilà, vous l'avez là à l'écran. Rien de particulier, c'est un 2PA pisteur, on l'a déjà dit. Lui, son rôle, justement, là, alors, si, juste je voulais finir sur Anissa à dire qu'elle vaut quand même 45 points. Donc, elle est dans la même gamme que un Wallist, un Ibrahim. Elle n'a pas forcément la même efficacité. Donc, il faut quand même bien réfléchir à comment on la rentabilise. Bon, voilà. Retour aux fugitifs. Donc eux, ça va être vos joueurs de scénar. On l'a dit, cette compo, elle va pas trop durer dans le temps, donc faut quand même avancer sur le scénario, pas que taper, parce que l'Ifrit et Anissa, pareil, on l'a pas dit Anissa, mais globalement, faut éviter les PA de scénar avec Anissa, hein, elle est là pour taper. Donc pour l'instant, ça fait quand même 98 points, la moitié de la compo en 2 figues, qui sont là juste pour taper. Donc il faut bien des gens pour jouer le scénar et les fugitifs sont là pour ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire.
Les fugitifs, vous allez globalement démarrer par eux tour 1. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc vous allez globalement démarrer par les fugitifs tour 1. Et il faut faire tout de suite des moves impactants Oui. pour forcer l'adversaire à faire quelque chose. Parce que s'il ne fait pas quelque chose, alors vous passez. Et il ne pourra pas passer parce que sinon vous prenez un avantage significatif sur le scénar et ça va dans votre sens. Encore une fois, une des grosses forces d'évader, c'est que ce soit tous des 5, 7, 12 et que donc quand vous passez, il y a des trucs qui restent dans le fond. euh, Tant que votre adversaire est un 4, 6, 10, parce que si c'est un 4, 6, 5, 7, 12 aussi, c'est plus valable. Mais du coup, vous revenez plus rapidement là où il y a l'action que lui. Donc le fait de faire un demi-tour, enfin si vous passez milieu de tour 1 et que vous avez chacun fait un demi-tour, il y a chacun la moitié de la compo qui est dans le fond, normalement vous êtes avantagé. Euh, donc voilà, avec les fugitifs, c'est rapidement se mettre sur le scénar, c'est les figurines de la temporisation. Euh, il faut quand même pas hésiter avec, même s'ils sont pas extraordinaires pour le combat, il faut quand même pas hésiter, je trouve, à taper avec. Je les raffiche un peu parce que, bon, vous voyez, ils ont que 3 de combat et ils ont une table de dégâts pas terrible. Mais quand je dis il faut pas hésiter à taper avec, c'est sur une charge. C'est-à-dire, on va sur le scénar, mais on y va en chargeant En et puis on changeant, ouais. tape un petit truc. Encore une fois, on va prendre l'exemple de la recrue, mais voilà, un petit truc pas terrible qui ne nous fera pas vraiment mal parce qu'on a 11 de défense. Et comme ça, en fait, vous entamez un peu le truc et vous ouvrez la porte à ce que derrière, il y ait une Anissa qui vienne la terminer en un seul PA. Ou pourquoi pas un forcené, mais a priori plutôt une Anissa. Donc le fugitif, il faut vraiment, selon moi, abuser de la charge de positionnement parce que sur un jet de dés pas trop compliqué à sortir, sur une charge, on peut sortir 3 de dégâts, ce qui n'est pas ridicule. Hmm. Voilà, bon, ça reste un profil simple, donc j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire. Utilisez-les quand même pour, on l'a dit, fixer les figues où vous n'avez pas envie qu'ils aillent, pour fixer les figues que vous ne voulez pas voir attaquer votre Ifrit ou votre Anissa. Le fugitif va servir à ça. Il va faire le sale boulot, le fugitif. Hein. Il temporise sur les scénars, il va sur les profils que vous voulez Ouais, fixer. moi je trouve que dans un compo, faut qu'il joue le scénar, hein. Sinon tu joues pas le scénar. Oui, bah fixer en jouant le scénar. mais, Ouais, ouais, mais mais si tu dois choisir entre l'un et l'autre, moi j'aurais tendance à dire jouer le scénar. Enfin, oui, je suis toutes d'accord. les parties sont différentes, etc. Mais Hmm. pour moi, un tour, il est pas obligé de faire que ça, mais un tour, vu la compo où un fugitif ne joue pas le scénario, c'est pas un bon tour de fugitif. Enfin, c'est pas une bonne activation de fugitif. Je suis d'accord. Mais globalement, les scénars, ça dépend du scénar évidemment, mais C'est globalement, les juste que. scénars avec un pisteur de PA te permettent de faire les deux. Ouais, Évidemment, ça va pas être le cas des scénars tels que les bornes, euh, mais sur un coffre, c'est le cas. Sur un marché de la corne, bah, c'est complètement le cas. Hmm. Voilà. Mais effectivement, s'il faut choisir entre aller fixer quelque chose et jouer le scénar, on serait plutôt sur jouer le scénar, je suis d'accord. Après, encore une fois, chaque partie est différente, Je mais sais pas trop. leur rôle reste, enfin, c'est eux qui vous permettent d'avancer sur le scénar pendant que les autres tapent, et c'est eux qui font que vous n'allez pas perdre votre partie. Donc il faut quand même bien se débrouiller pour les sauvegarder le plus longtemps possible. Parce que ça reste des 3 Pas PA hyper like, tanky, quoi. donc quoi. Sachant qu'ils sont pas hyper tanky, quoi. Sachant qu'ils sont pas hyper tanky. 11 de défense, 8 PV, c'est pas honteux, mais c'est pas. Selon ce que vous avez en face, ça peut sortir très vite. Bon, voilà pour les fugitifs. Je sais pas si tu veux compléter Non, quelque non, je chose. trouve que c'est ce qu'il y a à dire, il a été dit. Ça marche. Et ben alors on passe sur le forcené. Je te laisse le démarrer celui-là. Le forcené, il va venir un peu. Enfin, pour moi, dans cette compo, il va compléter un peu le trio, là, du coup, avec Lifrit et Anissa, hein, qui. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas parlé dans la mécanique de la compo globale, mais c'est un truc qu'on a dit plusieurs fois en Caliman ou quoi. Vous avez moins de figurines et vous avez globalement moins de PA, donc il faut que vous alliez rééquilibrer en général l'avantage de PA, donc il faut que vous alliez supprimer des figurines chez l'adversaire. Alors soit vous jouez énormément le scénario, mais votre compo est pas faite pour ça, donc en gros il faut que vos fugitifs vous permettent de temporiser le scénario et de prendre un avantage, on va dire, merde, limité dans le temps, enfin immédiat, qui force votre adversaire à jouer en réaction et de temporiser de cette manière-là, mais globalement il va falloir que vous alliez supprimer des filles. Le forcené, il est bien pour ça aussi. Bon, il a 10 de défense, mais il a 10 PV, donc il est relativement
important. Qui, après, attention, parce qu'il n'y a que 3 PV blancs, donc dès qu'il est en jaune, Il arrive ça vite va en rouge. encore. Il arrive très vite en rouge en fait. Mm. Il a que, enfin, il a 3-3-4, donc il arrive vite en rouge. Enfin, ça, c'est intéressant. Moi, je le mettrais en fait sur le même genre de cible qu'Anissa. Pour moi, il est fait pour gérer à peu près le même type de profil. Ouais, globalement oui, avec quelques exceptions près quand même, où sa botte est assez intéressante et le rend surprenamment efficace sur certains types de profils. Et là, par exemple, je pense en Templier, où en fait, bah, un Templier, tu sais qu'il va tout le temps taper en brutal, et du coup, en fait, sa botte fait que il est très efficace, moi je trouve, contre le Templier. En général, en général, moi, il me défonce mes Templiers. Bon, alors, il s'en sort pas sans retour de bâton non plus, hein, mais voilà, parmi tous les profils de la compo, je trouve que ça va être le plus efficace parce que du coup, Bah, tu vas taper à 4D quoi, contre une bah, brutale. ouais, c'est à 4D, ouais. Bah, en fait, moi, ce que j'aime pas avec ça, l'exemple, bon, c'est toujours un peu les exemples qu'on prend, mais le Templier, typiquement, ce qui me gêne un peu, en fait, avec la botte sur ce genre de truc, c'est que tu vas faire un normal, disons que tu tapes avant. Sa table de dégâts fait que tu vas mettre 4. Enfin, pour moi, faut pas considérer le 5, tu vas mettre 4. Le Templier va te taper, il va te mettre 5. Il tape en brutal. Il a quand même de bonnes chances de ta 10 de défense. Il a 3D, il a de bonnes chances de te mettre 5. Enfin, même s'il te met 4, t'es en jaune, ça fait que là, bah, alors lui aussi, mais sur la botte. Enfin, pour moi, en fait, le Templier va gagner. Ah oui, mais après, tu lui feras. Ouais, ouais. Tu vois, après, du coup, en normal, une fois que t'es en jaune, bah, le 4, il est beaucoup moins probable. T'as que le double H. Bah oui. Oui, oui, mais et c'est là, en fait, c'est le truc, c'est que dès que t'es en jaune, en fait, ta table de dégâts, en normal, elle est beaucoup moins bien. Et donc, du coup, moi, c'est ça que j'aime pas trop des fois dans ce pro avec la botte, c'est qu'en fait, dès que je suis plus en blanc, bah, j'ai plus trop toujours envie d'utiliser la botte parce que bah, si je fais 3 ça me fait chier. Voilà, exactement. Et donc, lui, du coup, en fait, pour moi, typiquement contre le Templier, le forcené va le perdre le combat. Sur la, Pas toujours, il y a des cas où tu vas faire 4-4 ou 5-4 et lui il va te mettre 3. Enfin, mais je trouve que de manière statistique, en fait, tu vas perdre le combat. Il faut alors par contre sur des trucs qui ont pas joué, enfin qui ont plus de PA, c'est très bien. Contre des profils qui ont pas d'étape de dégâts énormes, il est excellent. Enfin, je trouve que c'est un très bon profil, mais il faut pas le surestimer, je trouve, sur les gros tapeurs. Ouais, si, hein. Bah, j'avais mis mute mon micro sur OBS parce que j'avais toussé, donc je sais pas depuis combien de temps. Bah, ça fait pas extrêmement longtemps. Euh, Comprendront les gens. Du coup, ils t'ont entendu que toi là sur, je pense, les dernières minutes. Euh, donc je disais, pour reprendre juste ça, euh, moi, mon expérience, oui, ça a été plutôt que ça se passait pas forcément hyper bien. Après, effectivement, c'était peut-être pas des sorties complètement stats. Il y a peut-être aussi des souvenirs des bêta-tests qui sont mélangés avec la version actuelle où c'était pas la même version. Euh, Après, le Templier n'était pas forcément le meilleur exemple, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il s'en sort assez bien contre des profils assez tapeurs, qui ont tendance à faire tout le temps brutal. Parce que le Templier a la particularité d'avoir expert brutal, Oui, euh, oui. ce qui n'est pas le cas de d'autres tapeurs, mais des tapeurs qui du coup vont pas être sur du coriace. Donc ça laisse pas forcément un milliard de possibilités. Bah, ouais. En fait, moi, je trouve que c'est un très bon dueliste, Mais il faut faire attention au truc coriace Mm, parce que bon bah ouais, voilà, genre ouais. contre un Kiki, pour moi il va perdre. Contre un Templier, bon, il y a débat, mais je pense en fonction, ça peut mal se passer. En fait, tous les trucs qui ont des grosses défenses et des gros combats, il va pas forcément aimer parce que dès qu'il va être en jaune, il va plus galérer et il va de plus en plus galérer. Et du coup, il va surtout faire moins de dégâts, beaucoup moins de dégâts dès qu'il est en jaune. Potentiel s'il continue à utiliser sa botte et du coup,
toucher. S'il y a une grosse défense, on va utiliser la botte. Et voilà, donc il est pareil, à ne pas. Moi, je trouve que l'erreur que font souvent les gens avec ce profil, c'est le surestimer en fait. Ouais, yes. Et effectivement, donc à bien considérer ce que tu as dit, qui est que quand il est en jaune, en normal, ça devient tout de suite très dur d'aller chercher le 4. Et le 5 n'est plus atteignable. De toute façon, Bah, c'est quand il est ça, en jaune, le 5 n'est plus atteignable. c'est ça. Et si t'es sûr que le mec fait brutal en face, à la Mm, limite, mais mm, si t'es pas sûr. mm. Yes. Donc lui, pareil, hein, pour résumer, c'est ce qu'on a dit, hein, il est là encore une fois pour taper. On va éviter de jouer le scénar, même si des trois tapeurs, c'est clairement celui où on peut le plus considérer de jouer Ouais. des PA de scénar. Euh, voilà. Bah, moi, et alors, enfin, ce qu'on en a pas parlé, mais moi, alors, je l'ai pas trop. Enfin, je l'ai un peu joué, mais pas des masses. Mais je l'ai joué à une finale il y a quelques années. Et un truc que j'aimais bien avec lui, en fait, je trouve que la charge de positionnement pour jouer le scénario avec lui est très intéressante, pour le Hmm. coup. Parce qu'aller charger un truc, du coup, tu gagnes en gros ta botte, potentiellement plus la charge. T'as de bonnes chances de mettre quand même des bons dégâts là. Derrière, tu peux le jeu scénario, c'est très bien rentabilisé, tu gardes un peu. Enfin, à ne pas sous-estimer. Si, comme tu le disais, pour moi, s'il y en a un des trois où tu peux sacrifier des PA pour jouer le scénario, c'est lui. Ouais. Oui, et d'ailleurs, sur la, sur la charge, effectivement, en fait, ce qui est pas mal, c'est charger un truc qu'a déjà joué. Et du coup, là, avec ta bot, tu as les 4D. euh, T'as les 4D et sans qu'il réponde. Parce que je veux dire, si lui il Ça, répond, s'il répond en fait avec ta bot, t'aurais 5D, donc ça sert à rien. ouais, Mais c'est là, ça, voilà. effectivement, contre un truc qui fait inactif, tu vas chercher tes 4D, tu peux faire des beaux dégâts. Après, Tu mets un- tu peux aussi sortir du brutal sur 3D selon la défense de la figue. Bah, selon l'état, la Mm. défense de la Ouais, figue et tout, ouais, mais je trouve que c'est une. Enfin, lui, l'option de la charge de mm, positionnement sur un truc qu'à jouer et ensuite jouer le mm, scénario, c'est mm. vraiment une bonne utilisation qu'on peut faire de ce profil. Ouais, yes. Ok. Il nous reste le pillard, Il nous reste le pillard. un profil que j'adore, ça. Que Tac. j'affectionne tout particulièrement. Donc le pillard qui, son intérêt, enfin, c'est un 2 PA pour 18 points, donc c'est pas cher. Donc lui, ça va être plutôt un joueur de, enfin, ça va être un joueur de scénar également. Alors qu'il n'a que 2 PA, donc on peut faire des choses moins folles. Euh, il faut utiliser son tir de manière chirurgicale, Oui. c'est-à-dire vraiment réfléchir, très bien choisir ses cibles, et en fait son tir va servir à faire sauter des litailles des ronces, à vraiment peut-être achever un profil qui n'aurait plus que 2 PV dans un coin et où vous êtes certain de ne pas vous tromper sur l'estimation et certain du coup de le toucher, etc. C'est Euh, un petit tir à 13, hein. oui, oui, donc il a pas une portée énorme, mais voilà, son tir, il est vraiment utilisé de manière bien chirurgicale. Euh, Idéalement, en bonus de bout portant, c'est comme ça qu'on peut sortir les 3 de dégâts pas trop difficilement. Mais globalement, jouez-le vraiment pour jouer le scénar. Oui. Évitez le combat avec lui. Si vous faites du combat, ça va être encore une fois dans une optique de fixer une figurine, parce que vous avez 11 de défense. Bon, voilà, enfin, ça va vraiment être dans une optique de fixer un truc. J'en sais rien, on parlait d'un Templier. L'envoyer contre un Templier, c'est pas aberrant. Sur le Templier, ça va l'emmerder de le taper, ça va quand même lui coûter 2 PA. Donc vous pouvez gagner un tour complet pendant que vos figues font le ménage sur le reste de la table. Voilà, mais globalement, vous jouez des scénars, vous faites un, deux tirs max par partie, mais des tirs vraiment bien choisis et qui ont une grosse valeur. Euh, C'était dans le focus. C'était dans le focus sur les Kaliman où on parlait du Touareg. Donc Oui, pareil, c'est ouais. un peu pareil que le Touareg au niveau de la gestion des tirs. C'est vraiment des tirs Ouais, je suis d'accord. très bien sélectionnés. Mais en plus dur parce que t'as deux points de portée, quoi. Oui, après sur du blitz, je trouve Oui. que c'est pas gênant, mais enfin du petit format, puisque ça ne s'appelle plus blitz. Mais bon, voilà, il y a pareil, il y a pas forcément. En tout cas, Ouais. moi, j'ai pas forcément grand Non. chose d'autre à dire sur Bah, ce moi, profil. le seul clou que je voudrais renfoncer dans ce que t'as dit, c'est que pour moi, l'erreur, c'est de le jeu comme un tireur.
Hmm. Vu la compo, t'as que 6 filles. Il faut l'envoyer sur le scénario. Et en bonus, il a une possibilité de tirer si à un moment donné, t'as besoin d'un petit tir sur un truc. Voilà. Ouais. Ou alors, si tu joues contre du Avalon qui est blindé de litanie des ronces, et là, bah, globalement, t'as pas le choix, faut Hmm. faire ce litanie des ronces. Hmm. Mais se dire, oui, j'ai un tireur, donc faut qu'il tire, avec le pilleur, c'est une mauvaise idée. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment, c'est vous l'amenez sur le scénar, vous jouez le scénar, et puis quand il faut, vous faites le tir qui va bien, quand il faut, vous faites la charge qui va bien pour fixer un truc. Mais globalement, ça va être du scénar. Encore une fois, on n'a que 6 figues. On a dit qu'il fallait pas trop traîner sur le scénar non plus. On a 3 gros tapeurs, donc par défaut, il est obligé de jouer le scénar, quoi. Hmm. Donc voilà, voilà pour cette liste. Je pense Bah, écoute, qu'on a fait le tour. je pense que Euh, c'est a wrap. Globalement, pour peut-être terminer sur deux trois trucs sur la liste au global, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même 5 figues considérées comme des figues d'élite. Euh, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez 2 PA like, 2 vrais 3 PA et puis un 4 PA. Donc ça pour le coup c'est une des forces de la compo. Donc faut bien l'exploiter. Il faut autant que possible garder les figues en vie parce que la perte de la moindre figue va vous coûter très cher. Et par contre, du coup, du fait que vous avez ces 5 figues là, il faut essayer de bien gérer les réactivations parce que vous en avez plus normalement que votre adversaire. Un fugitif peut très bien faire pisteur, garder ses 2 PA et plus tard dépenser un PA et se réactiver. Bon, sur un fugitif, c'est pas forcément un intérêt extraordinaire, mais voilà, c'est notamment sur le tour 1, selon les scénars, ça peut être une très bonne manière pour vous pour gagner le tempo, c'est d'un peu abuser des réactivations potentielles et de passer devant votre adversaire comme ça, et donc de terminer par l'Ifrit qui joue et qui fait un très bon tour. Tout à fait. Voilà, donc écoute, bah, Torel, on te souhaite bonne chance contre, je sais pas si c'est la sororité que tu vas affronter, mais en tout cas, on te souhaite bonne chance pour tes parties, et puis on espère que ça a répondu à tes questions. Bonne Et chance, et puis puis, tu me diras si ça t'a été utile et si ça a apporté ses fruits. voilà, c'est ça. Et puis voilà, on pourra faire des épisodes comme ça de temps en temps. Ouais, Euh, carrément. Si vous avez voilà, des listes, alors nous on y pensait hein, dans un second temps de façon de faire, de vous présenter des listes compétitives, etc. Après, là l'avantage c'est que du coup, c'est des listes qui viennent pas de nous. Alors bon, celle-là en l'occurrence si, mais l'avantage de ce format serait de pouvoir parler de listes qui ne seraient pas forcément les nôtres, ce qui permet toujours d'avoir des visions différentes et d'ouvrir à des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà, et bien écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Eh bien, de l'alchimiste.